Le mois qui suit, je fais un rendez-vous avec mon manager et je lui dis écoute, je vais t'annoncer que je vais partir de la boîte. Ça a été mon premier client. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ça veut dire qu'en gros, on t'envoie des emails en masse comme ça, à la mauvaise cible en plus. Pour moi, ça a des répercussions dans ton business. Ouais. Une stratégie de contenu pour attirer les gens à soi. Une stratégie d'outbound, tu vas chercher ta cible, mais une seule, tu vois, pars pas dans 15 trucs. Une offre, tu testes, et après, go, tu bourrines. J'ai fait 900 000 euros en un an de chiffre d'affaires. Comment dire, je pars pas du principe que je suis quelqu'un d'intelligent, tu vois, de smart, quoi. Moi, je suis juste un bourrin qui fait les choses, Je suis d'accord. mais qui les fait bien, tu vois. Plusieurs caméras pour un seul homme aujourd'hui. Trop cool en tout cas de te recevoir, Anas. L'idée de ce podcast, ça va vraiment être de parler vente, et je pense que vente, business d'agence, business B2B, je pense que tu es vraiment bien placé pour parler avec ton ancienne expérience et aujourd'hui. Avec ce que tu fais, je pense que ça peut être vraiment intéressant de parler un peu de ce que tu fais, de Lead Panda, de comment tu appréhendes la prospection, la vente. Et au final, je pense que c'est assez lié sur pas mal de points avec le mindset, le sport. Je pense qu'on va aborder pas mal de petits points comme ça. Carrément. Donc, trop cool. Trop cool, Anas. Trop cool d'être là aussi, d'être accueilli dans ce super lieu. Ouais, d'être un nouveau petit bureau là sur Lyon. Ouais. Petite salle de podcast. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu la chaîne. Il y aura pas mal d'autres épisodes un peu de ce thème-là où on va vraiment parler vente, business, agence, voilà, en détente. Ok. Trop cool. Mais ce qu'on peut faire, c'est que à la limite, tu te présentes un petit peu, Anas, mais après tranquillement, on ira un peu sur la suite, Ouais. un peu les questions, la trame, donc vas-y. Ça roule. Moi, je vais me présenter rapidement parce que on a tous marre, tu sais, des commerciaux qui prennent 30-40 minutes du call pour se présenter et pour dire leurs gens, comment elles sont énormes, enfin bref. Donc du coup, moi, j'ai toujours été commercial en fait, business développeur, business manager dans des entreprises. Ouais. J'ai commencé dans un grand groupe et après, je suis allé dans un plus petit groupe du coup, cabinet de conseil, où là, pour le coup, on s'adresse, tu vois, à des DRH, des TAF, de grands groupes pour le coup. Hein. Donc, Ok, t'as toujours travaillé avec une team rencontre avant? Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. C'est vraiment team grand compte. Alors après, on développait un peu le côté ETI, PME, etc. Ouais. Mais c'était vraiment du grand compte. Okay. Donc c'était de la prospection. Donc mon boulot, en fait, c'était business manager. Donc ce qui veut dire que j'ai mis en place toute une stratégie de prospection. Surtout, tu arrives dans un cabinet de conseil. Et en fait, il n'y a aucun commercial dans ce cabinet-là. Les cabinets de conseil, ils n'ont pas la culture de faire de la prospection. Tu vois, ils n'ont pas la culture de faire appel à des commerciaux pour justement faire le business. En fait, ils partent du principe que tous les directeurs font le business. Sans pour autant avoir de méthode réelle, claire dans la prospection. Tu vois. Et donc, ils ont un gros problème, c'est qu'ils sont très bons, ce qu'ils appellent le foisonnement. Une fois qu'ils ont un client, en fait, ils foisonnent chez eux. Ok, s'il y a un projet complémentaire, une autre chose à faire, etc. Ils sont très mauvais en prospection. Ok. Et du coup, avant, tu étais dans la vente. Et là, tu peux nous parler un petit peu de Lead Panda. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui fait que tu as souhaité, tu as vu une problématique sur la prospection, le ciblage des cabinets de conseil notamment. Carrément. Tu peux nous parler un peu de ce switch que tu as eu, un petit peu ton rôle que tu avais en tant que business développeur. Yes. Comment tu as appris à vendre finalement dans ces boîtes-là, parce que c'était des process, des cibles rencontres, du coup des offres assez à étiquette, des méthodes de vente différentes, jusqu'à aujourd'hui un peu sur Lead Panda, tout ça. Ouais. Ok. En fait, je suis arrivé, j'ai fait 3 ans dans le cabinet de conseil, du coup, je suis arrivé vraiment premier commercial. L'idée, c'était d'aller développer une stratégie de prospection, mais vraiment pousser le rencontre pour la première année, on va dire. Après, on allait sur les PME ETI. Et donc, la première étape de la prospection, et celle qu'on néglige souvent en tant que commercial, c'est de faire son ciblage. Se poser les bonnes questions, se dire, ok, en fait, moi, qu'est-ce que je vends et à qui c'est adapté le plus et qui va, quand je vais l'appeler,
Qui est-ce qui va se dire, putain, votre sujet, c'est ma priorité du moment? Parce que moi, je veux avoir ça, je veux avoir du quick win. Un commercial, c'est feignant, il veut avoir une chose, comment dire, un résultat rapide. Et donc, le ciblage et la base de données. Et quand tu vois, en fait, ton CRM, Ouais. quand tu vois la base de données existante de ton entreprise, tu te rends compte que la plupart des gens ne sont plus dans l'entreprise. Mmh. La base de données, elle est complètement obsolète. Mmh. L'entreprise, elle a coulé entre-temps. Et toi, quand tu appelles, tu t'en es pas rendu compte. Donc, tu pars du principe que toutes les infos sont bonnes. Mais en fait, tu perds un temps qui est incroyable, que tu aurais pu gagner si tu avais bien fait ce travail-là en amont, tu vois. Travail de ciblage et de base de données. La Ouais. prospection commence en fait avant de prospecter. Mais On est d'accord. vraiment, alors, je suis pour le carrément coup, d'accord. les commerciaux, ils appellent avant de faire ce travail-là, tu vois. Voilà, ça veut dire qu'ils ont une base, ils se disent, bon, ok, vas-y, je vais appeler, etc. Parce que c'est ça le travail d'un commercial. C'est d'appeler, c'est d'envoyer des emails, c'est de prendre des rendez-vous, tu vois. Mais en fait, je me rendais compte que 40% de mon temps, il était sur requalifier la base de données. Perdre du temps au lieu de vendre et faire du cash en tant que sales en fait. C'est incroyable. Ok. Et du coup, là c'était quoi? C'était un peu de la frustration, un peu qui est... Ouais. Grosse frustration. Après, ça m'a pas empêché de faire mes chiffres. J'ai fait 900 000 euros en un an de chiffre d'affaires. Trop cool. Ouais, c'était sympa. Ok. Mais pour le coup, c'était vraiment dû aussi à du foisonnement. Ok. Tu vois. Pas forcément que du newbies. Donc, à partir du moment où j'ai managé des BizDev, je me suis dit, ok, en fait, il faut qu'on ait une stratégie qui soit ultra claire. 1, ciblage, 2, base de données, et 3, on dégaine sur une cadence de prospection qui nous permet d'avoir du rendez-vous qualifié, tu vois. Ok. Et donc, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Sylvain. Très cool. On prend un verre et tout, on était potes avant et tout. Il m'explique qu'il est à la Rocket School. Ouais. Je pas du tout. Mais c'est à ce moment-là où on a commencé à se connaître et on parlait un peu business et... Ok, ouais. Alors après, j'ai toujours eu le truc de putain, il faut que je sois entrepreneur, il faut que je crée ma boîte. Ouais. Et on avait un groupe qui s'appelait le Cerveau Collectif. Avec toi, avec Lucas chez Swill, avec Diano, avec un certain nombre de personnes. Où en fait, je vous disais, je voyais tous entrepreneurs et je vous disais, mais en fait, les gars, moi, j'aimerais être comme vous, tu vois. J'aimerais à un moment donné me lancer. Et donc, tu te rappelles, je te posais un certain nombre de questions. Comment vous faites? Est-ce que vous arrivez à vous payer? Je me rappelle, mais franchement, le feedback que j'ai eu avec Lucas, pour ceux qui nous écoutent, Lucas, qui est aussi présent sur la chaîne YouTube, et mon associé en fait sur l'agence Swill. Et avec Lucas, on parlait de votre croissance en moins d'un an. Franchement, c'est stylé parce que vous avez lancé une agence, vous avez testé, vous êtes ciblé, vous avez créé votre offre, vous avez testé et vous avez processisé vos offres. C'est ça, ouais. Et je trouve ça trop stylé. Ouais. Donc, Et donc, du coup, je fais comment dire, on se prend un verre et tout avec Sylvain. Je lui explique un peu la problématique. Je lui dis, voilà, moi j'ai des commerciaux, etc., mais je sais pas trop comment faire pour automatiser, on va dire, le système de base de données. C'est vraiment ça le pain. Il me dit, mais putain, moi je suis à Rocket School, on apprend des techniques de gros hacking. Je lui dis, c'est quoi ce gros hacking là? Qu'est-ce que tu me parles chinois là? c'est du code, c'est ouais, ok. Tu sais, gros hacking pour moi c'était nouveau. Je sais pas pour toi. Bah, le mot fait peur. Hein. Tu vois, le hacking ou quoi. Et en fait, si tu vulgarises, en fait, ça c'est un écosystème, je pense, le gros hacking. Mais dans votre vertical ou dans le business, dans le B2B, ça peut être par exemple comment trouver des coordonnées c'est ça, d'entreprise au lieu d'aller sur les mentions légales, etc. Exactement. Et donc il me dit gros hacking, il m'explique un peu le système de scrapping, l'aspiration de données sur les bases de données web. Il m'explique l'automatisation de la prospection par email sur LinkedIn. Je me rappelle, j'étais venu voir une de vos conférences chez Swin. C'était à l'Afterwork Business et tu parlais du cold emailing, le fait de c'était il y a 3-4 ans, donc vous étiez assez précurseur là-dessus, tu vois, le fait d'envoyer des emails en masse, enfin pas en masse mais ultra personnalisés et automatiques, tu vois. Et c'est vrai que ça on avait fait la petite conférence, je me rappelle, et on avait en fait, à l'époque, tu vois, on était plus dans... je pense que c'est un vrai sujet, on peut en reparler après, mais
On était plus dans un délire un peu de masse, etc. C'était plus facile. Yes. Aujourd'hui, ça se complexifie et en prospection, faut pas tomber dans le piège de l'automatisation, mais carrément. Mais vas-y, je laisse. Ouais, je suis bien chaud pour en reparler juste Ouais, après, parce que ouais. c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes aujourd'hui, et tu rencontres des gens qui te disent un peu n'importe quoi. Moi, j'ai eu une personne qui me dit, moi, j'envoie 100 000 mails par semaine. Tu dis, mais ok, mais enfin, ça sert à rien du tout de faire ça. Tu uses ton temps, ton énergie, et là, je te grille aussi. Tu te crames. Hein. Je pense que là, à l'heure de. Bah, on va y revenir, mais ouais. Ouais. C'est un vrai sujet, ça. C'est clair. Et donc, voilà, il m'explique tout ce qu'il fait, etc. Ouais. Et je lui dis, ok, bon bah voilà mon besoin. Est-ce que tu es en capacité de me faire une base de données qui est ultra ciblée pour que nous, on puisse attaquer la prospection? Ok. Challenge. Donc, t'étais encore en CDI à ce moment-là? Ouais, j'étais encore en CDI. Ok. Et Sylvain est en alternance à la Roquette? Ouais, c'est ça. Trop cool. Et après, tu lui dis, ouais, tu peux me faire ça pour tester? Carrément. Je lui dis, ok, tu peux me faire ça pour tester. On va tester si l'idée fonctionne. Et ça, c'est vraiment un concept ultra intéressant. C'est que avant de se lancer dans une idée, dans une entreprise, il faut d'abord avoir un POC, un Proof of Concept. Et ça veut dire tester l'idée si quand elle se confronte au marché, si elle est valable, si elle est intéressante. Donc là, c'est ce qu'on a fait avant même de prendre le risque de démissionner et de monter la boîte. Ouais, clairement. Tu vois, moi, tu vois, c'est assez drôle parce que j'ai démissionné, Ouais. je me suis mis au chômage, et là, j'étais dos au mur, tu vois, j'avais pas le choix. Mais le positionnement, bah, quand j'étais en freelance, je faisais des ads Ouais. pour des marques e-commerce, Ok. et j'avais vu le test de ce genre de positionnement sur YouTube. Ok. Classique, c'était il y a 3 ans. Ouais. Donc ça va, mais effectivement, je pense que ouais, faut sonder un peu l'audience, le marché, au lieu de réinventer la roue et d'avoir une idée révolutionnaire. Ouais, mais toi, t'as brûlé le bateau, toi. Ouais, Parce ouais. que tu savais exactement ce que tu voulais faire, dans le sens où Ouais. tu savais que tu voulais être entrepreneur, et tu savais quelle idée te trottait dans la tête, etc. Donc, c'était juste une question de temps, tu vois. Ouais. Moi, j'étais quand même en CDI, Ok, je gagnais quand même 3500 balles par mois, et t'as une situation de confort que tu réfléchis 2 fois avant de démissionner ou avant de quitter ta boîte. Faut vraiment être sûr, ouais. Et du coup, et ça avait donné quoi, la base de données que Sylvain t'a envoyé? Bah, du coup, il me dit, ok, je t'envoie une base de données. En gros, c'était des sociétés qui utilisaient un ERP en particulier, donc un outil en particulier, qui allait être obsolète dans les années à venir. Donc, parfait. Et en plus de ça, ils avaient nommé un nouveau directeur. Donc, du coup, quand on a un nouveau directeur qui vient d'arriver dans l'entreprise, ça peut être intéressant de l'appeler et de lui poser des choses. Et il avait même également mis des entreprises qui recrutaient un chef de projet SIRH, donc exactement dans le cœur du sujet, tu vois. Donc en fait, c'était un ciblage ultra chirurgical. Ouais. Et t'arrives au bon moment là. Et j'arrive au bon moment, je contacte la bonne personne et je m'efforce d'avoir le bon message. Et ça, c'est l'équation parfaite de la prospection, tu vois. Clairement. Et donc, avant, on était à 5-10% de taux de transfo sur la prise de rendez-vous. On est rapidement monté à 36%. Grâce à la base de données. Grâce à cette base de données-là. Mais ça, tu vois, ça c'est, je pense que ça c'est la base en fait, c'est que en fait, pour moi, il y a 3 manières de tester de la prospection, c'est le message, le canal et la cible. Et je pense que, et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec Lead Panda, et je pense que c'est hyper important déjà de contacter les bonnes personnes au bon moment, etc. Et là, tes data en fait augmentent en gardant la même stratégie de prospection du coup? Ouais. Ou pas? Ouais. Ah ouais, exactement. On a gardé la même stratégie de prospection. On a allé tester le cold email, mais tu vois, un cabinet de conseil, on n'utilisait pas tous les outils qui existaient. Donc on faisait l'email à la main, tu vois, sans pour autant voir les records, les taux d'ouverture, les taux de... On était à des lumières de tout ça. Ouais, à la main. Et les relances, c'était manuellement aussi si tu réponds pas, en fait, c'est comme si tu jettes une bouteille à la mer et t'attends qu'elle revienne, ou alors qu'elle aille voir la bonne personne, etc. Mais t'en sais rien du tout, quoi. Donc le seul moyen de savoir pour nous, c'était de les appeler. Et donc on galérait avec les standards également. Ou alors quand on arrivait à choper, à l'époque on utilisait Lusha, on arrivait à choper les numéros de téléphone et on appelait directement. Et
Et là, du coup, donc là, tu te dis, trop bien, les bases de données hyper quali, c'est assez rapide à voir. Sylvain sait faire. Ouais. Ça fonctionne parce que tu le testes sur le terrain en tant que sales, bizdev et, euh, et avec les autres bizdev aussi. Ouais, Ouais, ok. exactement. Et donc là, c'est de là que vous aviez l'idée de Lead Panda ou... Ouais. Ok. Bah là, du Ouais. coup, on se dit, OK, il y a un marché. Ouais. Enfin, l'idée fonctionne, déjà. Oui. Et les résultats sont convaincants, Ouais. tu vois. Et donc, moi, j'adore la prospection, j'adore le business. Et il faut que je me lance en entrepreneur. Ouais. Le mois qui suit, je fais un rendez-vous avec mon manager. Ok. Et je lui dis, écoute, bah, en fait, ouais, je vais t'annoncer que je vais partir de ma boîte. Ah ouais. Ouais, ça faisait 3 ans que j'étais dans la boîte et que ça se passait super bien, etc. Mais formé, je faisais des bons chiffres et tout. J'étais arrivé premier commercial de la boîte, tu vois. Et il avait assez mal pris parce que, bah ouais, j'allais quitter la boîte, donc pas cool, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai discuté un peu aussi avec mon DG, mon directeur général. Là, pour le coup, je lui explique le projet. Lui, il était très business, tu vois. Ok, tu pars, mais vas-y, pourquoi? Ah, explique-moi ce que tu vas monter, etc. Tu vois. Ouais. Mais c'est cet angle-là, Tu m'en avais parlé, ouais, je crois. Ouais. Et du coup, je lui dis, et je me considère en fait comme le premier sales. Comment dire? Ça allait être ma première vente, en fait. Où je me dis, ok, le gars, il est potentiellement intéressé. Tu prépares le départ, en fait. Mais ouais, c'est ça. Bah ouais, t'essayes de closer le manager pour faire en sorte de partir dans les meilleures conditions. Ouais, Exactement. Ok. Exactement. Trop cool. Et donc, j'ai rendez-vous avec le DG, tout ça, je lui explique le concept et tout, je lui dis qu'on a testé, qu'on a eu un taux de transfo qui était de plus de 36%, enfin voilà, ultra intéressant. Et il me dit, putain Anas, en vrai, ton projet, il est cool. Alors d'une, je vais t'accepter ta rupture conventionnelle. Ok. Donc, ouais, quand Déjà, c'est déjà pas mal, c'est cool. Et franchement, je me rappelle, le coach était là, genre, il était tout sourire. Ouais. Et j'ai kiffé, quoi. Et c'est pareil quand on a un rendez-vous et qu'on close un client, parce qu'on sait qu'on va lui apporter de la valeur. En fait, tu ressens le même sentiment. Tu vois. Donc, un, la RC, et deux, en fait, ça a été mon premier client, parce qu'on a mis en place la solution. Vous les avez closés derrière. Du coup. Ouais. Incroyable ça. Ok, ouais, donc tu as closé ton ancien employeur avec le positionnement que vous aviez défini avec Sylvain, trop bien. C'est ça. Et de là est né Lead Panda. Ouais, après je me suis dit, ok, bah vas-y, faut que je me lance. Ouais. J'ai un peu d'argent de côté. Bah ouais, je fais ma rupture conventionnelle et je me lance à 100%. Trop bien. Sylvain, il n'était pas encore à 100% parce qu'il était encore à l'école. Il était encore à la Rocket School et en alternance et tout. Ouais. Mais au bout d'un ou deux mois, il s'est vraiment posé la question, est-ce que j'arrête les cours? Est-ce que j'arrête l'école? Je lui ai dit, écoute mec, c'est ta responsabilité, moi je veux pas être inclus dedans, tu vois. Il a arrêté les cours. Trop bien. Et on s'est lancé en janvier 2023. Ouais. Ok. Trop cool. Déjà, franchement, encore une fois les gars, c'est top ce que vous faites. On a l'habitude de discuter business tout le temps. Ouais. Et ça, franchement, vous avez bien staffé l'agence et tout, je trouve ça trop cool. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, le fait d'avoir une idée d'offre ou de process, de micro-process et de micro-agence, de se dire ok, on va déjà tester sur nous-mêmes, tester soi-même le produit ou déjà être convaincu un petit peu de ça. De réfléchir business, donc de s'ouvrir un peu des patterns mentaux, se dire tiens, il y a peut-être un truc à vendre à lancer, et si on lance un business autour de ça, et go. Donc ok, hyper intéressant. Là concrètement, si toi en une ou deux phrases tu pouvais pitcher Lead Panda, ça serait quoi? C'est difficile. Alors juste peut-être, juste première réflexe, c'est que tu as dit un truc super intéressant, c'est en gros, nous, on va pas vendre des choses qu'on n'aura pas testées avant. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, ça, c'est ma valeur de base. C'est si je te vends un truc, il faut que je puisse le tester avant pour savoir si c'est vraiment convaincant ou pas. Clairement. Tu vois, je rebondis sur ça parce que c'est hyper intéressant. Et tu vois, je pense que instinctivement, aujourd'hui, avec Swill et avec Lucas, ce qu'on fait, en fait, on l'a testé aussi nous-mêmes. Parce qu'en parlant, là, j'ai cette réflexion, c'est que là, on est vraiment focus lemlist. Tu
tu vois, un peu l'écosystème Lemlist. Du coup, on a fait le partenariat avec eux. Et en fait, pour la petite histoire, quand on était freelance et on faisait des ads, c'est grâce à Lemlist qu'on a trouvé nos premiers clients. Tu vois. Ouais. Et ça, avec Lucas, on shootait des marques e-commerce avec des approches un peu plus différentes du cold email texte classique, en ajoutant des visuels, des vidéos derrière les mails, des landing pages. On poussait un peu le truc un peu plus loin et on a eu nos premiers clients comme ça. Et moi, c'est de là aussi, et je te rejoins de fou sur ça, c'est que j'avais des marques e-commerce à gérer en freelance, en media buying. Ok. Je faisais la pub. En parallèle, je partageais, j'étais même pas sur LinkedIn à l'époque, je partageais mes datas sur Instagram, en story, etc. Qui sont encore, je pense, épinglés sur mon profil. Et en fait, j'ai eu des demandes de gars freelance et tout. Ils me disaient, putain, c'est ouf, t'as des rendez-vous et tout. Ça, c'était en 2021. Ouais. Et du coup, après, j'ai commencé à faire du coaching en parallèle de l'analyse. Et là, j'ai dit à Lucas, parce que lui faisait du media buying à côté, je lui ai fait, mec, il y a peut-être un truc, parce que là, il y a une demande, les gens nous demandent du coaching, tu vois, sur ça, viens, on fait que ça, tu vois. Ok. Bref, et voilà. Mais en tout Trop cas, bien. Donc vous avez testé. Ouais, exactement et comme ça a moi. été approuvé sur ce que tu faisais, ce qui était différent de ce que tu fais maintenant. Ouais, Et justement, derrière, ça a donné des résultats et en fait, tu le fais pour les c'est autres. ça, on a été notre propre case study, en fait. Exactement, ouais. Donc moi, je montrais en coaching, je dis, bah, regarde mes propres campagnes. Je vais t'expliquer, parce que du coup, la cible à l'époque était différente. C'était la même cible que nous-mêmes à l'époque, donc freelance, tu vois, très solopreneur, en fait. Ok. Donc notre cible de client qui est venu à nous comme ça, c'était des solopreneurs. Et on se basait sur nos datas, regarde, en fait, Ouais. tu vois, genre on a des rendez-vous. En fait, aujourd'hui, tu as trop de personnes qui vendent un truc, Mm. mais qui n'ont pas testé avant. Ouais. Et en fait, ils se rendent pas compte des mauvais résultats derrière. Ou alors, ils se disent, mais je comprends pas, ça le fait pas chez nos autres clients, etc. Intéressant, ouais. Moi, aujourd'hui, si Ouais. je vends du ciblage et du cold calling derrière, Mm. en fait, je vais le faire pour moi, déjà. Ok, Tu vois. Et c'est comme ça qu'on a commencé, avec Lead Panda, à avoir nos premiers clients. Comment vous êtes organisé du coup aujourd'hui sur Lead Panda? Toi, du coup, pour reformuler un petit peu, tu as plus la casquette de sales, Ouais. du coup. Ouais, c'est clair. Sylvain, lui, gère toute la partie scrapping, etc. Après, vous avez d'autres process derrière, mais du coup, en fait, tu continues aussi à créer tes propres bases de données un petit peu aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que en fait, ça t'alimente en ta méthode de sourcing, ce que vous avez mis en place, les process te servent actuellement. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, on le fait vraiment pour nous aussi. Ok. Ce qu'on va faire pour nos clients, on le fait pour nous. Et si ça marche pour nous, on part du principe que ça marchera aussi pour nos clients, tu vois. Trop bien. Donc, ouais, ciblage chirurgical Ok. sur une cible en particulier qui sera intéressée par notre produit. Ouais. Et derrière, alors on a testé, et on aura ton avis là-dessus. On a testé les emails, on a testé, tu vois, d'aller sur du LinkedIn. Ouais. Les emails, on a testé avec Emilia au début. Ok. Ouais. Ouais, donc email un peu en masse. Ensuite, on est allé sur du Lemlist. Pour le coup, ça fonctionnait assez bien sur du Lemlist. Et après, peut-être que le copywriting, il n'était pas assez bon. Tel que, voilà. Qu'est-ce qui a bien pété? LinkedIn, vous avez testé en prospection? Ouais, après, on a fait du multicanal en mode, tu vois, mail et ensuite du LinkedIn. D'accord, ouais. LinkedIn, ça fonctionnait pas de ouf. Ok. Franchement, le taux d'acceptation, il n'était pas ouf. Après, peut-être que c'était sur le branding ou peut-être que c'était sur d'autres choses. Peut-être ça, ouais. Et derrière, warm call Ouais. sur des prospects qui auraient tu vois, cliqué sur un lien, sur le lien qu'on aurait envoyé sur l'email, ou des gens qui auraient répondu à mes messages sur LinkedIn, etc. Direct, moi, je les appelle parce que je sais qu'il y a un potentiel intérêt. Tu vois. Et ça, ça a été la stratégie pour trouver vos premiers clients. Ouais. Comme ça. Ouais, on a trouvé nos premiers clients comme ça. Enfin, on a testé en tout cas cette stratégie-là. Donc, on a eu quelques clients comme ça, mais on est rapidement revenu à ciblage chirurgical, mais vraiment de manière ultra chirurgicale. Moi, en fait, je préfère passer 1 heure de ciblage bien fait plutôt que
Ouais, 30 minutes de ciblage mal fait et Mhm. 10 heures de prospection inutile. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, faire une recherche sur LinkedIn, CEO, les CEO qui ont, par exemple, une agence et scraper. Mais il y en a trop qui font ça. Tu Mais vois. vraiment. C'est ça, c'est ils copie-collent le lien, ils l'emmènent après sur Phantom Buster, etc. Ils scrapent avec Drop Contact, par exemple. Et après, voilà, ils ont copié-collé des templates de mails sur l'Emlist. Mais pas du tout personnalisé. Ouais, et Moi, ils essayent, tu vois. j'ai reçu des Euh. emails de personnes qui me disent on fait du ciblage, on fait de la base de données. Mais mec, est-ce Oui. que tu as regardé ce que je faisais? Oui, mais tu sais que ça, c'est ouf. Pareil, je me fais prospecter par des agences de lead gen. Mais n'importe quoi. Mais ouais, je suis d'accord. Et Ok. tu sais, enfin, moi j'ai pas le temps, donc je réponds pas, tu vois. Hmm. Mais j'aurais bien aimé répondre en mode Ouais, mais t'as regardé ouais. ce qu'on faisait ou pas? Ouais. Moi, je Et réponds ça- pas pour analyser les relances, comment ils tournent le truc, tu vois. Ah, ok, ouais. Tu vois, c'est qu'en fait, on prospecte, le gars il fait ce que je fais, je regarde comment il tourne le truc, puis bon, ouais, non. Et après, ciao, tu vois, mais. Ouais, En fait, tu grilles tes cartouches parce que, comment dire, on dit souvent un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Mm. Ça veut dire qu'en gros, quand tu envoies un mail à la mauvaise personne, Mm. bah en fait, derrière, le mec, il va scruter ton nom, ton prénom et ton entreprise, et il va en reparler après. Il va dire, bah voilà, regarde cette boîte-là, ah, tu les connais? Ouais, je les connais, ils m'ont envoyé un mail, c'est pas du tout personnalisé, voilà, enfin, n'importe quoi, tu vois. Et donc, quand on voit des emails en masse, comme ça, à la mauvaise cible, en plus, pour moi, ça a des répercussions dans ton business. Ouais, je suis aligné. Toi, aujourd'hui, t'es très actif sur LinkedIn, Ouais, t'aimes beaucoup le call calling. ouais. Euh, comment tu t'organises sur le call calling un petit peu? Est-ce que tu aurais un peu une, euh, une roadmap, une checklist pour quelqu'un qui ne sait pas faire du call calling? Ouais. Ou en tout cas, quels sont les résultats que la prospection téléphonique t'apporte? Ouais. Et comment un petit peu tu penses? Est-ce que peut-être script, pas script, warm call, Ouais. donc que pour les personnes qui ont déjà interagi, comment tu fais un petit peu de Ok. ça? Putain, wow, beaucoup de questions. Voilà. Je veux ton feedback sur le call calling parce que t'es très chaud sur ça. Bah, en vrai, la première des choses à faire, c'est vraiment, je le dis et je le redis tout le temps, de toute façon, il faut marteler le discours, connaître sa cible. Hein. Ok. En fait, quand tu connais ta cible, quand Ouais. tu t'es posé les bonnes questions, tu as rapidement compris quelles étaient leurs douleurs, leurs besoins et leurs points irritants. Tu vois? Parce que tu les connais, Ouais. parce que tu t'es posé les bonnes questions. Ok? Et donc, à partir de là, en fait, tu vas construire un pitch qui va être ultra percutant et ultra personnalisé en fonction de la cible. Mm. Donc ça, le pitch que tu vas le construire en même temps que tu vas étudier ta cible. Mm. Ok? Ensuite, tu vas faire une base de données. Base de données ultra claire, Chirurgical. chirurgicale pour le coup, Oui. où tu vas aller enrichir. Alors, tu vas avoir les bons interlocuteurs, donc en gros, les décideurs. Mm. Qui est-ce qui décide? Et j'ai souvent cette question, c'est est-ce que je vais voir le décideur ou est-ce que je vais voir le mec qui est chargé du projet? Je sais pas si tu vois la nuance. C'est intéressant. Par exemple, le head of sales Ouais, ou le head of growth ou le CMO ou plutôt le CEO, c'est ça par ouais, exemple? c'est ça. Ok. C'est ça. Et comment tu te dis, ok, je vais plutôt contacter le CEO ou moi j'ai mon retour sur ça, mais j'aimerais bien, ouais. Ouais. Comment tu te dis, ok, il y a une entreprise, il y a plusieurs têtes que je peux cibler, j'ai leurs coordonnées, je sais comment avoir leurs coordonnées, mais du coup, comment tu. Ouais. En fait, ça dépend de ton objectif, je pense. Et après, je Mm. reprendrai le process de Ouais. calling que Oui, tu m'as vas-y. posé tout à Ouais. l'heure. Mais je pense que ça dépend ça dépend de ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est d'avoir du quick win ultra rapidement? Ou est-ce que ton objectif, c'est d'aller, comment dire, cibler les besoins métiers pour derrière pouvoir avoir le DG et lui dire, ah, ok, bah, j'ai échangé avec ton équipe, Mm. voilà ce qui a été dit, voilà les problèmes, les points irritants, etc. Peut-être que lui-même, il ne le savait pas et donc du coup, tu vas lui faire découvrir les choses. Et derrière, tu vas pouvoir créer le sentiment d'urgence en disant, bah voilà, en fait, venez, on discute. Donc ça, c'est la stratégie bottom-up. Ouais. En gros, tu vois, comment dire, les gens de métier, et après, derrière, tu vas avoir le DG. Et moi, j'ai testé l'autre stratégie, c'est d'aller voir directement le DG pour, derrière, pouvoir être orienté vers la bonne personne métier
où tu vois, j'appelle le DG, je lui dis, bah voilà, est-ce que vous avez des sujets, vraiment des besoins sur la partie prospection? Il y en a toujours des besoins en prospection. Ouais. Il y a toujours un besoin en croissance. Exactement. En croissance tout court pour plein de boîtes en fait. Et je trouve que c'est du bullshit en fait. Tu vois, quand tu prospectes ou même les retours quand il n'y a pas de besoin en fait. Non, on n'a pas besoin de clients. Ouais. Mec, si, tu as besoin, mais tu as un manque de process, un manque de. Peut-être vos offres sont pas scalables, sont pas automatisables. En fait, quand tu t'audites une boîte, il y a toujours des choses à aller scaler, à automatiser, à simplifier. Et je trouve que c'est bullshit, ouais. Mais ok. Je trouve que c'est bullshit de dire j'ai pas besoin de clients. Après, t'as des mecs, tu vois, qui veulent pas forcément avoir une grosse croissance. Des directeurs qui veulent pas forcément avoir une grosse croissance et qui se contentent en fait d'avoir quelques clients pour maintenir leur PNL et Ouais. dire bah en fait voilà moi si j'ai 2-3 clients dans l'année ça me convient très bien, tu vois, ça dépend de tes objectifs aussi. Je pense qu'en fait, le curseur, il n'est pas forcément sur l'acquisition, dans le sens où ok, on veut pas plus de clients, mais le curseur, il n'est pas forcément sur l'acquisition, pure et dure. Mais tu vois, typiquement, quand il y a trop de boîtes aujourd'hui qui créent pas de contenu, et là, c'est plutôt un curseur sur l'awareness, la visibilité, etc. Et je pense que faut pas, tu vois, si tu stagnes, en fait, tu décroît, tu vois. Faut toujours, je pense, pour une boîte, tu vois, Ouais. toujours créer du mouvement, tu vois, si tu crées du contenu, bah, tu peux augmenter ta marque employeur, tu peux augmenter ton recrutement, tu peux augmenter ta personal brand. Indirectement, tu vas trouver des clients comme ça, ou des leads, ou des trucs, si demain tu veux sortir une offre, ou scaler, mais bref. Je pense qu'il y a toujours un truc comme ça, et c'est un peu ça, tu vois, qui me dérange quand il n'y a pas forcément de besoin. Je trouve que c'est un peu se reposer sur ses lauriers. C'est clair. C'est vrai. Clair. Mais en fait, moi, j'ai toujours été commercial, bah, pareil que toi, t'es 16 aujourd'hui. Et en fait, moi, mon besoin principal aujourd'hui, c'est d'avoir un pipe qui est le plus rempli possible. Moi, c'est ça mon boulot, en fait. Ouais. Honnêtement, Je suis d'accord. si aujourd'hui j'ai un pipe sur mon CRM qui est vide, mais je me sens pas bien, en fait. Clairement. Moi, c'est pareil. Quand j'ai mon Google Agenda, où j'ai pas de rendez-vous dans la semaine, ou la semaine d'après, je dis, attends. Et là, t'es en mode proactif, c'est, ok, comment je trouve des rendez-vous, ou comment je trouve des clients, ou comment je fais des relances et tout. C'est ça. Et et au moins, pareil, t'es proactif et t'arrêtes de te la toucher un petit peu dans le canapé, parce que c'est bon. Pour revenir du coup à ça, toi, le comment trouver des clients et des rendez-vous, ça, tu t'es orienté vers le cold calling. Je pense qu'on peut peut-être reprendre un peu la checklist, tu vois. Mais comment tu te mets en condition un petit peu dans cette partie. Donc, un ciblage ultra intéressant, ultra pertinent de faire son ciblage et de savoir quelles sont les cibles les plus pertinentes à aller attaquer dans sa prospection. Quelles sont les entreprises que tu vas appeler et qui vont te dire « Ok, le sujet pour lequel vous m'appelez est une priorité pour moi. » Ok. Et donc, il faut se poser un certain nombre de questions que j'explique dans mes posts, etc. Pour avoir une cible idéale. Et ensuite, en même temps que tu fais ta cible, il faut construire ton pitch. En disant, bah, ok, cette cible-là, en fait, elle a telle douleur, tel besoin, tel irritant, et derrière, je serai en capacité de les aider sur tel type de solution. Ok, donc, tu as ta cible et tu construis ton pitch en même temps. Ça, c'est ta première étape. Et la deuxième étape, c'est le fait de se constituer une base de données. Base de données chirurgicale pour le coup, et d'avoir non pas 10 000 contacts, 100 000 contacts, etc., mais juste peut-être 300 contacts. Tu vois, pour ton mois, c'est ça, ou pour pour le. Ah, c'est une bonne question, ça. Après, ça dépend de la cadence de prospection que tu vas avoir. Est-ce que tu prospectes tous les jours? Est-ce que tu prospectes une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours? Donc, du coup, ça dépend. Mais 300 contacts pour un mois, je pense que c'est bien pour commencer, tu vois. Ok. Tu prépares un peu le terrain, tu chopes tes bases de données, tu as ton objectif du mois en rendez-vous. Je pense que c'est important d'avoir des KPI à atteindre. Et à ce moment-là, est-ce que toi tu pars sur des sessions de call calling chaque jour ou une fois par semaine pour remplir le pipe de la semaine? Comment tu En fait, moi je suis vraiment un. Comment dire, je pars pas du principe que je suis quelqu'un d'intelligent, tu vois, de smart ou quoi. Moi je suis juste un bourrin qui fait les choses, Je suis d'accord. mais qui les fait bien, tu vois. Je te rejoins. Tu vois ce que je veux dire? Faut être bourrin, En fait, faut être bourrin et il faut avoir de la discipline. Oui. Et ça, c'est un métier, le métier de commercial, qui t'apprend à être discipliné.
Et moi, je pars pas du principe qu'en une session, pendant que tu as beau prospecter pendant un jour, toute une journée, que tu auras tout ton pipe qui sera rempli le lendemain, en fait. C'est vraiment avec la discipline que tu arriveras à avoir des bons résultats dans ta prospection. Ok. Je sais pas si tu Je suis carrément aligné. Et ça c'est comme tout. Pour avoir des résultats avec son contenu LinkedIn, faut poster tous les jours, régulièrement, etc. Faut bourriner. En fait, je pense que, et ça j'en parle souvent, il y a un peu une équation entre guillemets du succès, entre guillemets, tu vois, ou du résultat. C'est un peu action fois intensité fois régularité est égal un résultat, qui soit positif ou truc. Mais au moins, tu auras du feedback, tu vois. Intéressant. Donc, je pense, tu vois. Mais par contre, faut mettre de l'intensité, en fait. Il y a trop de concurrents aujourd'hui, il y a t'as accès à l'information assez facilement. Si tu mets pas d'intensité, bah, tu as un avantage concurrentiel en moins sur les autres. Mais en fait, c'est quoi ta priorité aujourd'hui? Ouais. T'es entrepreneur, t'es commercial, ta priorité c'est d'avoir des clients. Clairement. Bah en fait, où est-ce que tu mets ta priorité par rapport à tes objectifs? Je suis aligné. Tu vois? Donc moi, mes objectifs, c'était d'avoir du client. Donc en fait, c'était ma priorité de prospecter parce que ça, c'est un moyen qui me permettait d'avoir des clients. Ouais. Tu vois? Et donc, je me mettais des slots de 2 heures à peu près, 2 heures tous les jours pour faire mes cold calls et mes relances, etc. Donc, un truc ultra intéressant dans cette approche-là, c'est que tu connais ta cible parce que tu as fait ce travail-là en amont. Derrière, tu as une base de données qui est ultra segmentée, ultra ciblée. Et derrière, quand tu appelles, bah, en fait, tu es ultra percutant parce que tu sais à qui tu parles et les gens ont l'impression que tu les connais déjà. Okay. Après, sur la partie pitch de la... Comment tu... Une fois une fois le pitch, toi, toi t'es plus école script, si j'ai bien compris. Ouais, carrément. Ok. Pourquoi un script et comment toi ça t'aide? Est-ce que tu t'écris ton script de cold calling en phrase par phrase? Est-ce que c'est des bullet points? Comment tu... Moi, tu vas me prendre pour un fou, mais j'ai écrit mon script à la lettre et je le respecte. Ok. Et à certains moments, quand un client va te poser une question que tu n'aurais pas forcément mis dans les scénarios, etc., bon, ok, là, tu peux déborder, on va dire. Mais en fait, il y a trop de personnes, trop de commerciaux aujourd'hui qui partent en total impro et qui bégayent et qui ont aucune, aucune diction. Et derrière, le mec, il se dit, mais c'est qui ce guignol, en fait, tu vois. Et le mec, il raccroche et il se dit, mais attends, mais le mec, il sait même pas pourquoi il m'appelle. Est-ce que cette règle-là, tu la respectes aussi pendant ton R1, si tu arrives à booker ton rendez-vous? Est-ce que tu as aussi cette structure, ce script, tu en as un autre, ou est-ce que là, tu es plus... Pendant le R1, et ça, à la limite, je vais parler du pitch aussi mais pendant le R1, en gros, moi, je suis un truc qui s'appelle Spin Selling. Je sais pas si tu connais. J'ai un framework aussi intéressant, c'est le Spaza. Ok. Mais vas-y, parle-nous d'abord du R0. Ok. Et ensuite, ça peut être intéressant, le Spin Selling. C'est ça. Ok, trop bien. Donc en pitch de cold calling, en fait, je suis passé par plusieurs pitchs et j'ai dû adapter. Chacun a son pitch qui est adaptable à sa façon. Ok. Je pars pas du principe que aujourd'hui, si on bosse un pitch, que je vais t'écrire ton pitch et que tu vas le suivre à la lettre. Non, en fait, il faut que ton pitch, tu sois en accord avec. Il faut que tu puisses vivre le sentiment d'être en accord et en accord avec ce que t'as marqué, quoi, tu vois. C'est intéressant, ouais. Okay. Donc chacun a son pitch, il y a juste comment dire, pas une formule, mais une approche à respecter. Okay. Donc certains utilisent l'AIDA et ça fonctionne plutôt bien. D'autres utilisent d'autres frameworks. Moi, je suis passé d'un système où maintenant, au lieu d'avoir du rendez-vous, je suis quelqu'un qui optimise mon temps, tu vois. Genre, j'aime bien savoir à qui je parle et si c'est vraiment pertinent d'aller lui parler à ce moment-là. Okay. Donc en fait, au lieu de booker un rendez-vous où je sais même pas s'il y a un besoin, en fait, moi, pendant mon cold calling, je vais essayer d'aller qualifier le besoin. Tu fais une qualification, Ok, trop bien. Donc, il dure un peu plus longtemps. C'est ça. Mais au moins, tu filtres en fait les prospects comme ça. C'est ça. Okay. Et donc, du coup, je me dois d'être ultra pertinent et d'avoir une liste de questions qui me permettent de détecter les besoins et de pouvoir, si besoin, caler un rendez-vous.
Parce qu'en fait, je pars du principe que lui, il est sélectif envers moi, mais moi aussi, j'ai à être sélectif envers lui parce que j'ai pas envie d'avoir dans mon pipe des prospects Clairement. Je pense que c'est ça aussi. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'on a un peu la même casquette de CEO, co-founder / sales. Ouais. Et je pense que du coup, tu vois, quand tu es sales tout court, je pense tu bourrines peut-être un peu sans te poser la question, Ouais. je vais être sélectif, tu vois. Ouais, c'est clair. Je veux ce truc. Je veux ma com, C'est ça. je veux avoir un max de rendez-vous, je veux répondre aux KPI qu'on m'a fixé. Ouais, c'est ça. Et je pense que quand tu es sales / CEO, un peu, co-founder, je pense que là, au début, tu prends un peu ce qui vient, mais quand après tu commences à te dire, attends, un client chiant, c'est comme ça, t'es un peu des rappels, des souvenirs, tu vois. Bah, t'es beaucoup plus dans, ok, est-ce que je peux lui apporter du résultat, mais est-ce que ça fit, l'humain, est-ce qu'il est pas un peu relou, est-ce que son offre me parle aussi? Normalement, ça, tu l'as vu avant de l'appeler, Ouais. tu vois. Mais ouais, ok. Et ouais, choisir ses clients, je pense que c'est hyper important. Ou choisir ses rendez-vous, ou savoir dire non en fait. C'est ça. Ok. Trop bien. Donc ouais, en cold ok. calling, je vais vraiment essayer d'aller Ouais. qualifier le max sur les potentiels besoins. Et donc, j'ai un framework qui est assez simple. Hein. Ouais. Ce qu'on appelle la permission. Donc, en gros, je dis... Alors, déjà, t'as le truc de, comment dire, de l'attention, on va dire, sur la partie AIDA. T'appelles, tu dis, voilà, bonjour, Antoine. Oui. Ok, bonjour Antoine, Anas Chakri, fondateur de Lead Panda. Enchanté. Salut Adas. Alors, souvent, on répond pas forcément enchanté ou salut, Ouais, on répond ok, oui. Et là, tu dis... C'est pourquoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, tu dis, on se connaît pas, vous n'attendiez sûrement pas mon appel, mais je voulais échanger avec vous 1 minute 30. Est-ce que vous êtes OK? Et en fait, quand tu dis déjà, que tu es fondateur d'une boîte ou dirigeant, etc., bah en fait, le mec, il t'écoute un peu plus. T'as demandé la permission et t'es pas là à déballer ton pitch, à dire ouais, je vous appelle parce que j'aimerais prendre un rendez-vous à propos de tel sujet. Putain, le mec, tu sais même pas où il est. Ouais. Ça se trouve que, il en a rien à foutre. Ça se trouve qu'il est à l'hôpital. Ça se trouve que, tu vois, demande la permission de pouvoir échanger avec lui, tu vois. Et quand tu demandes la permission, tu te rends compte que derrière, le mec, il t'accorde un oui. Et en fait, petit à petit, bah, t'installes des... Tu crées une relation un petit peu avec... ok. Je te rejoins parce que je pense qu'on pourra même faire un deuxième podcast sur ça, mais ça, c'est plus sur une approche call calling. Nous, sur le code d'email, tu vois, c'est assez proche parce qu'en fait, le call to action de nos emails sont pas forcément RDV ou quoi, c'est voilà, est-ce que ça a du sens pour vous qu'on en discute? Si oui, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est un peu ça, tu vois. Ok. Et moi, j'ai pas du coup, j'ai moins l'habitude des R0, mais plus des R1, tu vois, direct appel de découverte. Et c'est un peu ça aussi, tu vois, dans ton R1, tu cadres ton appel. Ouais. Voilà, bonjour, peut-être tu fais un peu ton small talk au début, tu discutes, mais très très court, faut pas que ça parte en live, mais tu fais ton petit small talk et après le cadrage un petit peu, voilà, merci en tout cas pour d'avoir pris le temps. L'idée de ce rendez-vous, voilà, ça va simplement être de parler de ça, et ensuite, est-ce que c'est ok pour vous? Et c'est un peu pareil, tu vois. Exactement. C'est oui, ok, top. Et ça apaise un peu ça devient un peu plus chill, un peu plus smooth. C'est ça. Tu vois, c'est cool. Et en fait, tu as levé l'objection déjà, de dire, mais attends, on se connaît, non, on se connaît pas, vous n'attendiez pas mon appel. Et en fait, quand tu as cette technique-là, tu comprends pas mal de choses sur la psychologie humaine, comment elle fonctionne, tu vois. Et les gens, quand je leur dis ça, ils disent, ouais, c'est vrai que je m'attendais pas, c'est vrai qu'on se connaît pas, etc. Mais bon, allez-y, parlez-moi du sujet, quoi, tu vois. En plus, t'es en concurrence avec Orange, avec Bouygues, tu sais, tous les mecs qui les call centers, tu vois, voilà. Et bah, ouais, c'est vrai que eux arrivent avec une approche très bourrine, très truc. Et en faisant une approche comme ça, très, très smart, dans la proximité, dans le lien, bah, tu te démarques naturellement des autres, tu vois. C'est ça. Trop cool. Et après, donc, une fois que tu as demandé la permission, tu vas aller valider si c'est la bonne personne. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on utilise, il y a quand même un pourcentage. Moi, je dis souvent que c'est 10%, parce que je l'ai testé. 10% des données qui sont incorrectes. D'accord.
Ça veut dire que c'est soit pas la bonne personne, Ouais. c'est soit le même nom, prénom, mais le mec, il est pas dans la même entreprise. Il y a des noms qui sont courants, hein, tu vois. Genre, tu sais, bah, j'ai pas d'exemple, mais il y a beaucoup de noms qui ont les mêmes Renault, par exemple, ou Ouais. Rousseau, etc. Tu sais, il y a des trucs un peu comme ça qui reviennent. Et ouais. Donc je vais valider si la personne, il est toujours CEO de l'entreprise, s'il est toujours dirigeant, etc. Parce que aussi sur LinkedIn, toi, quand tu mets, par exemple, que tu es CEO de l'entreprise Swile, peut-être que demain, tu vas être CEO d'une autre entreprise, et pour le coup, tu auras quitté Swile, mais tu vas pas le mettre forcément tout de suite sur LinkedIn. Du coup, il y a un taux de déperdition, etc. Donc, il faut valider si c'est toujours la bonne personne. Et ça, pour le coup, avant d'aller dans son pitch, et valider ces deux choses-là, pour derrière pouvoir se dire, OK, là, c'est intéressant que je lui parle. Je vais pas perdre mon temps avec une personne hors cible, rien à voir, ouais. Carrément. Trop bien. Tu vois et donc, je valide si c'est la bonne personne, s'il est dans la bonne entreprise. Il me dit oui. Et là, j'ai 2-3 oui. Du coup. Tu collectionnes les oui. Ouais, je collectionne les oui. Ça, c'est une règle en vente, c'est faire en sorte que ne jamais être à contre-courant du prospect. C'est ça. Et ouais, vraiment aller collectionner les oui, parce que instinctivement, ça apporte un point supplémentaire et un ancrage positif en fait dans la tête du prospect. Ouais. C'est ça. Ça renforce un peu la relation, la confiance, c'est intéressant. Et ça prouve que tu es émotionnellement assez intelligent, quoi. Tu vois. Ouais. Et ensuite, donc du coup, permission, la bonne personne. Et là, pour le coup, je vais aller lui parler de son industrie, de son marché aujourd'hui. La plupart des irritants qu'on remarque dans les cabinets de conseil, par exemple, donc là, il sait très bien que je m'adresse à lui parce que c'est le CEO d'un cabinet de conseil. La plupart des irritants qu'on remarque, c'est un manque de prospection, ils n'ont pas assez de temps pour prospecter, ils n'ont pas assez de ressources, et ils ont un pipe qui se vide, etc. Donc en gros, là, tu vas aller lister toutes les douleurs, les points irritants de ta cible que tu auras fait dans le travail en amont. Et ensuite, tu vas aller dire, OK, est-ce que c'est des sujets qui vous sont familiers aujourd'hui? Est-ce que, voilà, comment vous ressentez les choses quand je vous dis ça? Et en fait, ton but, c'est pas d'aller prendre du rendez-vous. Ton but, c'est d'aller récolter de la data auprès de ton prospect. Ah bah nous, en ce moment, ouais, c'est vrai que le sujet là, le deuxième sujet que vous avez évoqué, c'est vrai que c'est un sujet pertinent pour nous. On se pose des questions, voilà, on sait pas trop, etc. Donc là, tu vas aller vraiment qualifier à travers une matrice de questions si il y a un réel besoin et si c'est sa priorité du moment. Et s'il y a un besoin et que c'est sa priorité du moment, qu'à partir de ce moment-là, tu proposes ton rendez-vous. Tu proposes pas un... T'as pas encore le pied dans la porte en fait. C'est ça. Ouais, d'accord, je vois. Super intéressant, ouais, cette phase de... Bah, en fait, c'est marrant et je pense que ça peut être pas mal après qu'on termine là-dessus un peu sur une stack de conseils sur la vente, mais c'est un peu ça, c'est se détacher de la vente, même si bah, tu es en besoin et tu as vraiment envie de faire des sous parce que voilà, tu as ton loyer à payer à temps, tu vois. Mais c'est se détacher de ça pour se mettre à la place de l'interlocuteur, pour être dans l'écoute et en fait, toi, tu peux avoir tes problèmes, etc. et ton envie de vendre, la pression derrière, peut-être des boss ou même de toi-même ou même de ton associé, tu sais. Et du coup, tu es dans un mood. Et après, avec cette structure-là, ouais, elle est intéressante. Le fait de vraiment se mettre à la place de la personne. S'il y a un besoin, s'il n'y a pas de besoin, il te dit bah, peut-être, mais c'est pas actuellement dans 6 mois. Tu as ton CRM sous les yeux, ça, tu le notes et tu le shootes 6 mois plus tard, tu vois, et au moins c'est jamais perdu. Ouais. Okay. Mais c'est ultra intéressant ce que tu dis sur le fait d'être complètement détaché du résultat. Ouais. Je sais que c'est pas facile à intégrer, mais quand tu es détaché du résultat, enfin, quand tu es attaché au résultat, on va dire, et qu'il te faut absolument ton rendez-vous, peu importe si le mec il a un besoin, peu importe si c'est la bonne personne, il te faut ton rendez-vous. En fait, derrière, ça crée de la résistance. Ouais. Il y a une énergie en plus qui se... Ouais. Tu sais, ça... Je sais pas, ça sent que la personne elle a envie de te closer ou truc. C'est ça. C'est ça. Et derrière, bah, t'as pas envie, toi, les clients, ils aiment acheter, mais ils aiment pas se faire vendre. Ça, c'est une règle basique de la vente. Quand t'as compris ça, bah, en fait, tu comprends que faut pas mettre de la pression sur ton interlocuteur.
Parce que derrière, le mec, il se dit, mais putain, j'ai un commercial là, qui me harcèle, il m'écoute pas. Et les gens n'aiment pas être pas compris. Ouais. Il m'écoute pas, il me comprend pas. Il veut juste caler son rendez-vous. Mais son rendez-vous, mais pourquoi faire? Mais j'en ai besoin pour son rendez-vous. Il se sent agressé et après, il va se refermer sur lui-même. Et là, c'est mort, tu pourras pas discuter et potentiellement travailler avec lui. C'est ça. Ouais. C'est intéressant. Et tu vois, sur ça, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Yes. Et ce qui peut être pas mal, c'est que on mette sous la vidéo ton LinkedIn avec les différents liens et les différents posts. Tu parles de cold calling et même faire un récap. On va voir pour ça, faire un récap sous la vidéo des points importants qu'on s'est dit. Toi, si là, ok, sur quelques conseils, je sais pas, 3, 5, 10 conseils pour, on va dire, un profil. On va prendre la personne qu'on était tous les deux, par exemple, il y a, avant de se lancer, tu vois, qui souhaite trouver ses clients, qui souhaite lancer une agence ou qui a déjà une agence. En termes de vente, de mindset, de prospection, comment tu stafferais ça un petit peu en termes de conseils? Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Commence et après je peux suivre si jamais, mais... Ok, je pense qu'il faut aller se confronter au marché le plus rapidement possible. Ouais. Ça, c'est vraiment une règle de base, mais il y a trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont une idée et qui, d'après eux, est révolutionnaire. Ils disent, putain, j'ai un truc là. Là, j'ai un truc, ça va être magnifique, ça va être incroyable. Business plan. Je fais un business plan, je fais une étude de marché, je crée mon produit, mon prototype, donc ma formation en ligne, mon truc, etc. Et ensuite, derrière, je vais la vendre. Mais en fait, qui te dit qu'elle va marcher ton idée? Tu peux sonder, en fait. Tu peux faire une liste d'attente. Tu vois, Abdallah, il avait fait ça. Ouais. Tu vois, trop smart. Carrément. Liste d'attente, tu pitches, t'as du monde, ok. Bah, là, je vais le créer, ouais. Carrément. Je suis aligné, ouais. Donc en fait, se confronter au marché le plus rapidement possible. Okay. Et donc ça passe par la vente, ça passe par aller prospecter, et ça passe par... moi ce que j'avais fait, c'est d'aller demander des interviews. Donc ça veut dire, j'arrive pas du tout en position de vendeur. J'arrive juste en disant, ok, je monte ma boîte et j'aimerais juste savoir si mon idée peut correspondre aux potentiels besoins qu'il y a sur le marché. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vous propose de vous interviewer, vous engagez en rien, 30 minutes pour que je vous pose des questions axées sur vous. Ok. Ouais, c'est smart. Ouais. Et ça, c'est super smart, parce que t'es pas dans une position de vendeur. Feedback. T'as du feedback à mort. Les gens adorent parler d'eux. Donc ils disent, pour le coup, bah ok, vas-y, pas de souci. En plus, tu viens de créer ta boîte, bon, allez, ça marche. Et toi, tu poses un certain nombre de questions pour derrière pouvoir comprendre les besoins et ajuster ton offre. Okay. Donc se confronter au marché le plus rapidement possible, c'est ultra smart. Et c'est le premier conseil que je donne aux entrepreneurs, pour le coup. Ouais. Ok. Après, ça va être quelles sont tes priorités. Est-ce que c'est le fait d'avoir des clients? Est-ce que c'est le fait d'avoir plus de clients, etc. Donc du coup, à quel point tu vas prospecter et quelle est ta discipline à ce niveau-là? Quelles sont tes routines que tu vas installer? Ouais. Voilà. Et dans la prospection, ton travail de ciblage, ton travail de base de données, ton travail de cold calling, etc., ou de cold email, etc., comment ça va être mené. Et après, ouais, une chose aussi, et la dernière qui nous a bien servi pour Lead Panda, c'est d'aller se focaliser sur une seule chose, mais de la faire ultra bien. Une offre, un positionnement, un process d'acquisition, une cible. C'est ça. Et bombarde, ouais. Ok. En fait, quand on a connu un peu le marché de la prospection, il y avait plein de gens qui faisaient de la génération de leads de manière globale, qui faisaient du ciblage, de la base de données, et qui faisaient tourner des campagnes, etc. Il y en avait qui faisaient la même chose sur le recrutement, etc. En fait, moi, j'ai eu ce shiny object. Ça veut dire que je me suis dit, ok, putain, il y a tellement de choses qui sont possibles de faire. Et je te disais à Sylvain, mon associé, je disais, mais putain, on peut faire plein de trucs. Là, regarde, ce client-là, on peut le closer là-dessus, tac, tac, tac. L'autre client, on peut closer là-dessus, etc. Il dit, mais mec, on va faire le truc, ok, mais on va pas le faire bien, en fait.
C'est bien d'avoir un co-founder pour ça. Lucas, pareil, il est pareil, il temporise, tu vois. Ouais. Et je pense qu'on a le même profil. Et tu peux vite partir dans tous les sens. Et en fait, bah, tu perds, t'es un peu moyen partout. Et, Exactement. En fait, c'est ça le risque, c'est d'être moyen partout, alors que tu pourrais être très bon dans un seul truc. Le très bon, l'effet levier, il peut être incroyable si t'es vraiment focus dessus. Ouais. Si tu es vraiment focus dessus et que tu te donnes à 100%, en fait, tu es meilleur que 99% de ton marché, quoi. Tu fais partie des 1%. Et donc là, pour le coup, ça, c'est ultra intéressant. Après, pour le coup, il faut se dire que je sais que c'est compliqué pour les entrepreneurs qui se disent « Ouais, mais putain, le business qu'il y a à côté, je pourrais aussi le prendre, etc. » Non, il faut le laisser. Il faut laisser ce business-là, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis aligné, ouais. Voilà. Toi, ce serait quoi tes conseils, du coup, pour un entrepreneur, pour la personne que tu étais, du coup, il y a 3-4 ans et maintenant... Déjà, je pense que je suis hyper aligné avec ce que tu as dit. Le dernier point, je pense, le one thing, il est hyper important. Tu vois. Ok. Je pense que tu vas être aligné parce qu'on est un peu dans ce mood-là. Déjà, avant de parler business ou quoi, je me reformaterai moi-même. Tu vois. Routine, sans faire un truc hardcore, parce que les routines qui durent 15 ans, tu les respectes pas. Les routines matinales, je sais pas quoi. Mais je me reformaterai, par exemple, j'éviterai tout ce qui est relations toxiques, l'entourage bizarre, etc. Okay. Focus sport, routine, de travail, environnement sain. Tu vois, typiquement là, c'est pas mal ce qu'on a fait avec Lucas, de prendre des bureaux, ou en tout cas de vivre dans un environnement inspirant, ou faire en sorte que ça te pousse à bosser, tu vois, ou même un setup chez toi, tu vois. Je stafferais un petit truc un peu, un environnement, tout ce qu'il y a autour où j'ai du contrôle, tu vois. Ouais. Je ferais ça pour être productif et zéro distraction, tu vois. Okay. Ça, c'est un peu, je stafferais mon moi, en fait, 2.0 un petit peu. Ensuite, donc un gros côté sur l'environnement, sur l'état d'esprit, un peu très formaté. Okay. Après, j'aurais la dalle, franchement. Et moi, tu vois, j'ai arrêté l'armée après chômage et après ça. Donc, en fait, c'est un peu à l'armée, on parlait de ça, c'est sélection naturelle, tu vois. Okay. Dans les stages d'aguerrissement, les trucs, t'as toujours des mecs qui démarrent mûles, mais au final, ils finissent blessés ou ils abandonnent, tu vois. En fait, c'est une sélection naturelle. Je pense que c'est un peu pareil. T'as tes concurrents sur le marché. Maintenant, qui va aller le plus loin, bah, c'est celui qui a le plus la dalle, qui bourrine. T'es pas obligé de finir tes journées hyper tard, tu vois. Mais si t'es régulier, tu bourrines, t'es smart, tu vois. Je pense qu'il y a ça. Et après, c'est les canaux d'acquisition. Parce que nous, je sais qu'on avait fait l'erreur, et encore une fois, à se disperser. Parce que tu peux te disperser sur le shiny object en plein de business. Mais je pense qu'il y a aussi dans ton business sur les stratégies d'acquisition un peu. Toi, typiquement, Alex Hormozy, aujourd'hui, je crois qu'il met plus de 30K par mois en budget, même plus, je crois, mais je crois que j'avais entendu plus de 30K par mois en budget média, tu sais, contenu ou quoi. Du coup, il est partout. Et à l'inverse, c'est ce on s'est repositionné là-dessus avec Lucas, c'est vraiment LinkedIn, un petit peu YouTube, tu vois. Mais vraiment que ça. Okay. Et je choisirais une plateforme court-termiste, genre TikTok, Insta, Reels, etc. Du contenu très court-termiste, un peu LinkedIn parce que les posts le lendemain t'as un peu oublié, etc. Et le contenu, et un format peut-être plus qui dure sur le long terme, un peu. YouTube j'aime bien parce qu'il y a du SEO et des choses comme ça. Mais sinon, un canal d'acquisition et se poser la question où est-ce que ma cible est, tu vois. Ouais. Un petit peu. Ou alors, pareil, on peut encore décortiquer, c'est un canal d'acquisition en prospection par exemple. Okay, quelle est ma méthode, tu vois. Nous, ça a été Lemlist, donc sur Lemlist, tu peux faire de la prospection LinkedIn, email et call calling, mais nous, on se focusait surtout sur les deux, LinkedIn et email. Mais rester sur ça, pas partir dans 15 outils. Et je pense que c'est un peu ça, le one thing. Un canal d'acquisition, en fait, une stratégie de contenu pour attirer les gens à soi. Une stratégie d'outbound, où tu vas chercher ta cible, mais une seule, tu vois, pars pas dans 15 trucs. Une offre, tu testes, et après, go, tu bourrines. Ok, ultra intéressant, ouais. C'est un peu là-dessus, ouais. Je reviens sur l'environnement, je pense que c'est ultra
intéressant comment dire, d'avoir un bon cadre et un bon environnement de travail pour derrière pouvoir avoir des bons objectifs et des bonnes routines, surtout